les champions, putain! On est les champions! Non mais tu le crois ça? On est les champions! Non mais c'est fou! Le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Sport & Chill, l'interview. L'interview chill. On se permet de faire progressivement la bascule vers le football avec un autre ouvrage, ou plutôt une étude, je devrais dire, qui a été rédigée en lien avec donc effectivement Pascal Boniface sur ce sujet, qui est Quand le football s'accorde au féminin, et où on en profitera pour traiter également de la Coupe du Monde de football 2019, dont on a eu la chance également d'avoir certaines rencontres de notre côté, du côté du stade de la Mosson et de Montpellier. Mais pour venir justement sur ce football féminin, on va faire la transition depuis le rugby avec Florian qui avait une question cette fois-ci qui était dédiée au rugby féminin pour clore ce sujet rugby. Oui, donc pour vous, donc, comment se déroule aujourd'hui ce développement du rugby féminin? D'un côté, on va dire l'impression que cela se développe très rapidement avec des records d'audience à la télé, d'affluence dans les stades. D'un autre, vous avez l'impression qu'il y a aussi cet essor qui prendra plusieurs années. La plupart des joueuses n'étant pas pro, loin de là, je crois que même il y en a que très très peu. Et surtout un top 16 nouvellement créé, qui n'est pas encore des plus efficaces, du moins dans sa communication. Du coup, comment vous expliquez cela? Est-ce que vous voyez un développement fort ou justement... où cet essor est déjà terminé? Est-ce qu'il commence à y avoir de l'inertie quelque part? Exactement. Ouais, c'est en fait, je rejoins plutôt, je souscris à votre dernier propos. Effectivement, il y a eu un vrai essor au cours on va dire des 10-15 dernières années, notamment avec d'une part le fait de créer une Coupe du Monde spécifique quelques années après la première Coupe du Monde masculine, le fait de mettre en place des championnats et aussi le fait, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que World Rugby ne serait-ce que décompte le nombre de joueuses, ce qui montre bien quelque part que une attention toute particulière est désormais portée à ce public-là. Plusieurs choses ont été plutôt encourageantes puisqu'il y a eu le World Rugby qui a mis en place un programme de féminisation assez poussé à l'échelle internationale, qui se traduit par des programmes, par des bourses pour les fédérations, par des formations, mais également la possibilité de créer de nouvelles compétitions qui sont un peu les piliers du développement, même si à l'échelle, on va dire, à mon sens, il y a deux éléments d'inquiétude. Un, le fait que, alors que il y avait vraiment une dynamique positive aujourd'hui d'encouragement du rugby féminin. Une élection a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça au sein de World Rugby et le président n'a pas trouvé mieux que de nommer qu'une seule femme au sein du comité exécutif. Parmi 12 hommes, ce qui là encore montre que c'est quelque chose qui, alors même qu'il s'était engagé sur la défense du rugby au féminin, donc il montre encore que c'est pas forcément quelque chose qui est parfaitement acquis. Il peut y avoir des sujets qui peuvent être tout à fait et parfaitement défendus par des hommes, c'est pas la question, mais ça montre aussi que c'était un peu, disons que ça n'était pas forcément ce qui était annoncé comme une priorité dans le cadre du mandat ne s'est révélé pas forcément aussi ambitieux que présenté. Et le deuxième élément d'inquiétude que je vois aujourd'hui est celui de la crise liée au Covid-19, puisque du jour au lendemain, on a eu un arrêt total des compétitions, avec une incertitude absolument totale sur les conditions de reprise et le calendrier de reprise. Si dans le domaine du rugby et plus largement dans le domaine du sport masculin, il y a eu énormément de discussions, d'échanges, de réflexions sur le modèle, sur la formation, sur la médiatisation, etc. En ce qui concerne le sport féminin plus largement, ça a clairement été le parent pauvre de cette réflexion, puisque ça n'est
quasiment jamais intervenu dans les discussions, les réflexions, les tables rondes ou les papiers qui prenaient position sur cet élément-là. Je vous donne un exemple tout bête. Je cherchais une information pour justement sur l'arrêt du championnat Élite 1 et puis j'arrivais pas à en trouver, donc j'ai feuilleté un certain nombre de journaux de l'équipe et puis je trouvais rien et surtout je trouvais rien du tout sur le sport au féminin. Du coup, j'ai fait une petite stat qui, entre le 14 mars et aujourd'hui, s'il y a à peu près 50% des articles qui ont été consacrés aux conséquences du Covid-19 sur sur le sport, sur le sport, il y en a moins de 2% qui concernent le sport au féminin. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, il y a eu un sport qui a été complètement invisibilisé. On ne sait pas ce que devient l'élite 1, quand est-ce qu'elles vont reprendre, quel va être. Alors le championnat a évidemment été arrêté au même titre que les autres championnats amateurs, mais on n'a pas d'informations sur est-ce que certains clubs vont être en difficulté, si oui, comment on peut les aider, sinon quelles vont être éventuellement les nouvelles recrues, etc. Et là aussi, ce qui est inquiétant, c'est le fait que ce soit tombé pendant le tournoi de destination, qui est une des vraies fenêtres, vraies opportunités de visibilité et de médiatisation de ces féminines, et où on voit un vrai lien de corrélation avec le taux d'inscription l'année suivante, la rentrée suivante dans les clubs. Donc là, il sera vraiment intéressant et important de suivre ces chiffres-là avec la plus grande attention pour voir un petit peu quelle est la situation. Pour notre part, en tout cas, on a un fort intérêt pour le sport féminin, d'autant plus à Montpellier, avec nos équipes. Donc on suivra ça de près. Et à Sport & Chill, c'est le cas. Nos équipes, que ce soit du MHR féminin, du BLMA, ou encore, j'y viens, du MHSC féminin, sachant qu'on va désormais parler de football féminin. Et c'est vrai que, juste pour confirmer ce que tu disais aussi, on a du mal aussi à tout simplement à trouver certains résultats de Elite 1 ou même de Top 16. Même quand ça s'est créé il y a même pas moins de 2 ans, je ne me rappelle plus exactement, on a eu du mal à retrouver comment ça pouvait s'organiser, ce championnat, c'était un peu flou dans la communication, d'où cette question en effet. Donc oui, on va parler... Ce qui au final est assez révélateur de... peut-être du manque d'intérêt, du manque de moyens mis en œuvre sur ce domaine-là. Alors, on peut parler du rugby, mais c'est à vrai dire pour tous les sports. Ça veut dire que si vous n'êtes pas motivé pour aller chercher une date, un match, un classement ou un résultat, très rapidement vous allez abandonner parce que ça va être la croix et la bannière pour arriver à trouver le moindre petit élément. Vu le temps qu'on peut y passer pour compiler les résultats de l'ensemble des équipes montpelliéraines chaque semaine, chaque lundi, jusqu'au confinement, malheureusement bien sûr, de nos clubs montpelliérains, on ne peut que vous donner raison. Oui, donc justement, on va parler du football féminin cette fois-ci. Vous avez dit dans l'étude avec Pascal Boniface et donc l'UNESCO que 2018, l'année 2018, était une année charnière pour l'essor du foot féminin. On peut également dire qu'avec l'année 2019 et la Coupe du Monde, c'était encore plus déterminant. Est-ce que pour vous, le foot féminin est-il définitivement, on va dire, lancé, mais du moins surtout en France ? Alors, c'est intéressant parce que vous m'auriez posé la question il y a 1 an, j'aurais dit définitivement oui, compte tenu de ce moment charnière de 2018, qui est une opinion personnelle, mais que l'on justifie par plusieurs choses. D'une part, le fait que il n'y ait jamais eu autant de matchs joués par des équipes nationales en cette année-là, qu'il n'y ait jamais eu autant d'équipes nationales qui aient joué cette année-là en 2018 pour des matchs internationaux. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 1991, il y avait à peu près 50 équipes nationales qui s'étaient rencontrées pendant l'année au détour de championnats ou de matchs amicaux. En 2018, elles étaient 151. Ce qui veut donc dire qu'en l'espace d'un peu moins de 30 ans, on a multiplié par 3 le nombre d'équipes. Et puis, il y en a certaines qui n'ont pas joué, mais pour des raisons de calendrier ou autre. Et au final, ce chiffre-là, 2018 a aussi été l'année où il y a eu le moins d'équipes qui n'ont pas présenté une équipe nationale. Donc ça veut dire que ce qui était jusqu'à présent la norme, à savoir pas forcément avoir d'équipe nationale, devient aujourd'hui l'exception, et ces 16 États-là sont un peu pointés du doigt parce qu'ils
il ne présente pas une équipe nationale qui pourra défendre ses couleurs lors de compétitions nationales. Et puis il y a aussi un autre élément qui est le Ballon d'Or qui a été décerné à Ada Hegerberg et qui a permis vraiment de mettre en avant le football féminin, les compétences de ces joueuses et puis aussi les valoriser. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, je suis un peu plus sceptique, notamment, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la question des conséquences de la crise Covid-19, puisque à l'instar du rugby, on a eu une absence totale d'information, on a eu une absence totale de projection. Et alors même que ce momentum aurait été intéressant, important pour réfléchir sur le modèle de formation, le modèle de médiatisation, il n'y a eu absolument aucune initiative de lancer et tout le monde était plutôt préoccupé de savoir quel allait être l'avenir de la Champions League ou de la Ligue 1 ou du Top 14 que de s'intéresser à ce qu'allait devenir la DNRKMA, quelles allaient être les compétitions, qu'allait devenir l'Euro 2021, qui finalement, pendant un mois, il y a eu assez peu d'informations et on a appris un mois après que cet Euro 2021 était décalé à l'été 2022 pour éviter d'être redondant avec l'Euro masculin, de faire doublon, organisé de façon itinérante. Mais là encore, c'est une décision qui peut se comprendre, même si elle suscite plus de questions qu'elle n'apporte, à mon sens, de réponses. Et donc, au final, il y a un certain nombre d'inquiétudes aussi, parce que on l'a vu à travers un certain nombre d'interviews, plusieurs directeurs, présidents de clubs n'ont pas hésité à dire que pour sauver leur club en entier, potentiellement la section féminine pouvait devenir la variable d'ajustement. Et il y avait notamment une interview d'un président de Nancy qui expliquait que il aimait beaucoup sa section féminine, les joueuses, qu'il avait vraiment mis beaucoup de cœur à développer cette section, mais que désormais il fallait, je cite, se concentrer sur l'essentiel, à savoir les hommes. Et cette dernière phrase, elle est hyper symbolique du fait que c'est pas encore complètement c'est pas essentiel. Exactement. D'une part, c'est pas essentiel, et c'est surtout que le fait de la prononcer et montre aussi que c'est pas complètement acquis dans les mentalités que le fait d'avoir une section féminine est aussi naturel que d'avoir une section masculine. Donc là encore, je suis pas sûre qu'il y ait de retour en arrière et qu'il y ait un bond de fait de plusieurs années, mais plutôt j'ai plus l'impression que cette année-là va être un peu un palier où il n'est pas impossible que ça stagne pendant quelques années. Et un autre élément qui peut en témoigner, c'est la semaine, il y a quelques jours, il y a eu la désignation de la prochaine Coupe du Monde. J'allais vous en parler. Qui aura lieu du coup en Australie et en Nouvelle-Zélande, et il y a eu assez peu d'intérêt pour ce sujet, notamment dans la presse francophone et française, qui montre aussi que si ça se passe pas chez nous, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse, alors même que les enjeux derrière cette Coupe du Monde sont extrêmement intéressants, surtout compte tenu des rebondissements qu'il y a pu avoir dans la campagne de candidature. Justement, on va parler de ça. Juste, on peut confirmer d'ailleurs l'intérêt, on va dire, des clubs de foot pour leur section féminine. On peut penser, nous à Montpellier, on connaît plus. Je sais que Laurent Nicolin met moins d'argent dans la section féminine, ce qui a d'ailleurs fait partir Sakina Karchaoui, l'une des l'Olympique Lyonnais. Donc, mais bon, c'était, on le savait, dans les petits papiers que Montpellier mettait moins d'intérêt donc pour cette section féminine. C'est dommage puisque Montpellier est l'un des premiers clubs Bien sûr. Et il y avait un vrai pari qui avait été fait par Loulou Nicolin de faire confiance à ces clubs, à cette section. Donc c'est dommage de ne pas pérenniser, de ne pas transformer l'essai. En effet. Du coup, la prochaine Coupe du Monde féminine, vous en avez parlé en 2023, donc on l'a su, il y a quelques jours, se passera en Nouvelle-Zélande, Australie. On se rappelle des Coupes du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande il y a pas très longtemps, avec des horaires télévisés assez complexes pour les pays européens, car on va dire très tôt dans la matinée, se lever pour un États-Unis-Tonga, on l'a fait, mais c'est parce qu'on est passionné de sport. Une partie du continent américain sera aussi dans la même situation, avec j'ai vu à Washington 16 heures d'écart. Est-ce que choisir la Nouvelle-Zélande
l'Australie, hein, n'a pas été une erreur ou une marche arrière dans le développement de cette compétition? Alors pour le coup, j'aurais tendance à dire que non, pour plusieurs raisons. La première, c'est la qualité de la candidature qui était soumise, où la double candidature a reçu une note plutôt excellente par le comité d'évaluation. C'était une note sur 5 et le comité et le duo Nouvelle-Zélande-Australie a reçu 4,1, à la différence de ses autres de ses concurrentes, et notamment la Colombie qui avait reçu une note de 2,8. Donc il montre aussi qu'il y avait une vraie préparation, deux envie de la part de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie pour accueillir cet élément-là. Et puis il y a aussi un élément qui me semble intéressant, qui est la particularité de ce binôme, puisque ces deux pays, ces deux nations, font partie de confédérations différentes. Alors c'est un peu évidemment la Nouvelle-Zélande fait partie de la confédération de l'Océanie. Mais par contre l'Australie, l'Australie avait fait quelques allers-retours et finalement fait partie depuis quelques années de la Confédération asiatique, et qui a aussi, et qui on le sait, une zone importante du développement de la pratique féminine. Et donc c'est aussi une façon d'encore plus rendre mondiale et internationale cette zone-là, sans compter que c'est la première fois qu'il y aura 32 équipes qui seront présentes dans cette compétition. Donc à la fois il y a ce symbole d'ouverture, parce qu'il y a plus d'équipes qui vont participer, et donc on est plus dans une coupe du monde que plutôt une coupe de pays sélectionnés, d'une part, et d'autre part il y a on va dire entre guillemets, ce double avantage que vous allez avoir deux confédérations qui vont travailler main dans la main pour justement à travers ce double accueil, pour justement essayer de vraiment développer ce pays-là. Même si on peut avoir évidemment des regrets sur la candidature colombienne, et même avant ça la candidature brésilienne, qui a été abandonnée au début du mois de juin, mais qui là a été justifié. L'abandon a été justifié par la crise sanitaire et économique à venir, qui ne permettait pas au Brésil d'accueillir dans les meilleures conditions la compétition, donc chose qu'on peut évidemment comprendre. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est justement venir un peu confirmer l'intérêt de l'Amérique latine sur cette thématique de la pratique féminine portée par le Brésil. Et on se souvient du plaidoyer qu'avait fait Martha après de mémoire l'élimination du Brésil par la France, en disant que justement il fallait qu'il y ait un renouveau, il fallait qu'il y ait la relève, parce qu'il n'y allait pas avoir des Martha des meilleures joueuses du monde indéfiniment, et qu'il était important que toutes les petites filles, jeunes femmes ou même parents se rendent compte de la nécessité un peu de prendre la relève et de faire rêver le Brésil, mais plus largement l'ensemble du monde devant ces matchs. Mais donc pour le coup, je serais plutôt positive et plutôt séduite par cette candidature néo-zélandaise et australienne, avec aussi un certain nombre d'annonces sur l'égalité de traitement et de salaire des différents footballeurs et footballeuses, qui là aussi est un point fort et un vrai point d'achoppement dans les questions actuelles concernant la pratique féminine, la féminisation du football. On va passer désormais à notre dernière rubrique avant la conclusion, justement. On voulait vous poser quelques questions sur l'actualité du sport international en lien avec la géopolitique du sport, avec notamment deux sujets phares. Le premier, celui qu'on va évoquer tout de suite, celui du cas de la guerre sportive que peuvent se jouer certains pays du Golfe. On pense notamment par ce soft power bien spécifique au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Ça fera le lien finalement en plus avec cette question très spécifique de l'un de nos chroniqueurs, Tariq, entre la question du sport féminin et cette question des pays du Golfe. Tariq nous précisait qu'en octobre 2019, on pourrait d'ailleurs se demander si on sort du cadre du sport
ou non, c'est une autre question, mais il y a eu le premier match de catch féminin de l'histoire en Arabie Saoudite au Pay-Per-View Crown Jewel de la WWE, et cela peut être perçu comme une énorme avancée dans ce pays que de voir effectivement des femmes dans une discipline longtemps perçue comme très masculine comme le catch. Quel est votre point de vue sur cette question ? Qu'est-ce qu'on peut dire justement du développement du sport dans un pays comme l'Arabie Saoudite, Du sport féminin. Et du sport féminin en l'occurrence? Alors, sur la question du sport féminin, je vous cache pas qu'on part de très très loin. Donc forcément, tous les progrès sont positifs et encourageants, même si sur la question du catch, ça n'était qu'une seule... ça ne s'est passé qu'une seule fois, donc une fois n'est pas coutume, donc il va falloir attendre de voir un petit peu comment est-ce que les choses vont se développer, mais il est aussi intéressant de voir que il y a eu un certain nombre, une amélioration de la législation concernant les femmes et leur rapport au sport, et qui montre aussi qu'il y a de plus en plus de pression au sein du royaume, mais également à l'extérieur, pour donner une place de plus en plus importante. Et preuve en est, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était en janvier 2019, il y avait eu une finale de la Coupe d'Espagne, c'est Super Coupe d'Espagne, je crois. Ouais, Super Coupe d'Espagne, exactement. Ou Super Coupe d'Italie, où les femmes étaient interdites de participation, qui était donc organisée en Arabie Saoudite, et les femmes n'avaient pas la possibilité d'acheter des billets, ou alors elle avait la possibilité d'acheter des billets, mais sous la tutelle d'un homme qui était censé être son tuteur. Et face à cette bronca, il y avait eu une solution qui avait été trouvée par le royaume de effectivement autoriser la vente pour les femmes, mais qui serait du coup dans une tribune bien spécifique afin de ne pas se mélanger avec d'autres hommes. Donc là encore, on voit que on en est loin. Ouais, on en est loin, même si, et c'est aussi ça qui est intéressant, le sport permet ou peut permettre de faire avancer certains sujets, notamment comme la question du sport féminin, où on sait que aujourd'hui certaines choses ne sont plus acceptées au sein d'un certain nombre d'instances internationales, et qu'il est donc nécessaire de présenter le même nombre d'athlètes hommes que d'athlètes femmes, etc. Et donc il y a aussi ce vecteur que peut avoir le sport à l'échelle internationale sur ces sujets-là. Je reviens justement sur un élément que je venais d'évoquer en introduction de ce sujet. On parle souvent d'un soft power par le sport, pour le cas de pays comme les pays émergents, comme plusieurs pays du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite, également le Bahreïn. Quand on change de continent, on peut penser également au cas de l'Inde. Mais vous, justement, qui travaillez dans la recherche, qui faites des études, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, justement, d'évaluer un petit peu ce qui fait l'impact de ce soft power pour des pays comme ceux-ci? Alors là encore, c'est très compliqué d'arriver à répondre sur cette thématique, même si on va, à mon sens, avoir plusieurs éléments qui vont arriver dont on va pouvoir utiliser les retombées, on va tirer des conclusions qui sont par exemple c'est une question qu'on me pose souvent sur est-ce que la diplomatie sportive du Qatar est réussie. Là encore, en fait, tout va dépendre de l'objectif qui était fixé. Si l'objectif fixé était de se faire connaître sur la scène internationale en dehors des spécialistes de la péninsule arabique et des spécialistes énergétiques, je pense que le contraire est plus ou moins vraiment rempli. Si l'objectif était d'arriver à être présent dans un certain nombre de forums de discussion et d'avoir une puissance politique, diplomatique et géopolitique internationale, là encore, le contrat me semble rempli. Si il est question aujourd'hui de connaître les retombées d'opinion, par exemple positives sur la scène internationale de ce pays-là, à mon sens, cette question ne pourra être pleinement répondue qu'une fois que la Coupe du Monde de 2022 se sera passée, notamment compte tenu d'un certain nombre de controverses qu'il y a pu avoir depuis la désignation en 2010 et qui, par certains aspects, ternissent l'image du Qatar, même si, là encore, il est encore trop tôt pour arriver à tirer des conclusions sur ce sujet. Mais
il y a aussi une autre question qui se pose, et notamment avec la question cette fois de la diplomatie sportive de l'Arabie Saoudite, où très rapidement et en l'espace de très peu de temps, il y a eu un très fort investissement de ce pays-là par différents biais sur le sport, à tel point que un professeur britannique, Simon Chadwick, n'a pas hésité à parler de sport washing. De même qu'il existe le greenwashing ou le gender washing, le fait de vraiment utiliser le sport pour s'acheter une meilleure image, notamment dans le cas de l'Arabie Saoudite, après un certain nombre de scandales qui ont émergé au cours des dernières années. Évidemment, le conflit au Yémen, mais surtout l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à l'ambassade saoudienne d'Istanbul. Donc là encore, c'est quelque chose qui peut-être à l'heure actuelle est difficilement quantifiable, même s'il y a certains éléments qui peuvent être déterminés, mais là encore, la vraie question qui se pose, c'est quel est l'objectif d'un pays qui fait ça ? Est-ce que c'est pour sa propre image ? Est-ce que c'est à des fins de politique interne, de politique extérieure, de politique continentale, pour des raisons économiques, géopolitiques, purement politiques ou purement opportunistes ? Et c'est aussi ça qui complexifie aussi l'analyse, donc. Un peu tout en même temps, finalement. Tout à fait. Exactement. Pour aller un peu plus loin justement sur cette question, l'un de nos chroniqueurs, Alexandre, citait cette stratégie du sport washing de l'Arabie Saoudite, notamment l'organisation du Dakar, le potentiel rachat d'un club de football, en l'occurrence celui de Newcastle. Il nous avait d'ailleurs parlé justement de cette question du rachat aussi. Là, je suis dans l'image d'une image pour un État comme l'Arabie Saoudite après certaines affaires internationales, comme notamment l'affaire Khashoggi. Est-ce que, au-delà de cet élément, de cette volonté de lisser l'image du royaume de l'Arabie Saoudite à l'international, on peut penser qu'entre ces deux États, dont on parle beaucoup là tout de suite, l'Arabie Saoudite et le Qatar, on est dans une stratégie de long terme de la part de l'Arabie Saoudite pour venir titiller le Qatar dans ce domaine du sport dans lequel le Qatar s'est beaucoup investi sur ne serait-ce que les 2 dernières décennies. Oui, tout à fait. Et je vous rejoins tout à fait dans cet élément, même si je rajouterai en plus un élément complémentaire qui est l'élément économique, où l'Arabie Saoudite, qui est très fortement dépendante des ressources d'hydrocarbures et dont on sait qu'elles vont arriver à échéance dans les prochaines décennies, doit chercher d'autres secteurs d'investissement. Et donc dans la logique de sa politique, de son plan Vision 2030, Mohammed Ben Salman et plus largement le royaume saoudien cherchent à investir, à diversifier ces secteurs économiques, et le sport en fait partie parce que ça permet d'avoir, pas forcément par le rachat de clubs, mais par l'organisation de grands événements sportifs, le lancement de certaines marques, le sponsoring, le merchandising, ça permet d'avoir d'autres débouchés. Mais effectivement, et vous avez tout à fait raison de le signaler, il est indispensable de lier le développement de la diplomatie sportive saoudienne à celle qui a été développée par le Qatar depuis déjà un certain nombre d'années. Il est d'ailleurs intéressant de noter que si la diplomatie du Qatar avait été lancée au détour des années 2005 et avec une vraie montée en puissance, notamment avec décembre 2010, avec cette attribution de la Coupe du Monde masculine de football, l'Arabie Saoudite, pendant très longtemps, s'en a un peu détourné et ne comprenait pas pourquoi ses voisins, que sont le Qatar ou que sont les Émirats arabes unis, misaient sur ce domaine-là. Et puis, depuis 2015-2016, depuis l'arrivée au pouvoir de MBS, avec cette volonté de donner une autre image du royaume, avec cette volonté de venir un peu concurrencer ses deux voisins sur ce secteur-là, il y a eu une vraie volonté d'investir. Alors, pour l'instant, je ne vois pas forcément de ligne directrice, à la différence de ce qui peut exister dans d'autres diplomaties sportives, où vous avez un plan à 5 ans, un plan à 10 ans, un plan à 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais c'est juste que je ne suis pas arabophone, donc c'est un peu compliqué d'avoir ces éléments-là. En revanche, il est intéressant de noter que l'Arabie Saoudite a vraiment mis en œuvre différents éléments. L'accueil de grands événements sportifs, le Dakar, on l'a cité, mais également des tournois de golf, des tournois de tennis, des matchs de football, les matchs de catch également, mais aussi avec le placement d'un certain nombre de personnalités clés au sein de fédérations internationales. Et il y a notamment le fait de la nomination, l'élection d'une princesse au sein du CIO qui pourra peser
au sein d'un certain nombre de discussions. Et là encore, il y a aussi ces discussions informelles qui sont ô combien importantes dans le monde du sport et qui peuvent venir un peu peser dans la géopolitique du sport. Et on a tous en mémoire les différentes rumeurs qu'il y avait au cours des dernières années sur l'augmentation du nombre de pays, d'équipes participantes à la Coupe du Monde 2022, qui serait passé de 32 à 48, ce qui est considérable de base, qui est encore plus inimaginable quand on est à quelques années à peine de l'événement, et qui est encore plus impossible quand on sait que cet événement sera précisément abrité par le Qatar, dont on sait que le territoire est quand même relativement petit. Et même s'il est compliqué d'arriver à tirer à être sûr sur ce sujet, on sait que ça a été une suggestion, une proposition très largement épaulée, très largement soutenue par l'Arabie Saoudite, qui quelque part voulait un peu faire de l'ombre au Qatar dans cet événement qui était censé être le point d'orgue de cette diplomatie sportive, pour que ça ne soit plus cette Coupe du Monde du Qatar, mais plutôt une Coupe du Monde du Qatar, des Arabies Saoudites, du Bahreïn, des Émirats Arabes Unis, que ce soit plus identifié comme la victoire pure du Qatar, mais plutôt plus largement d'autres pays du Golfe. Justement, vous parlez de Vision 2030 pour l'Arabie Saoudite, qui est un projet pharaonique, on peut le dire, de super cité des sports et du loisir, en quelque sorte faire du tourisme pour suppléer à la rente pétrolifère et gazière. Il y a aussi l'image de Dubai Land aux Émirats. Est-ce que c'est vraiment ces politiques sportives de ces pays sont vraiment sérieuses ou c'est juste de l'apparence? Parce que j'ai l'impression que ces deux projets battent un peu de l'aile. Du plomb dans l'aile, pardon, parce que vraiment, on voit que les constructions n'avancent plus, le projet a été mis à l'abandon, j'ai l'impression, pour Dubai Land. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Là encore, il est compliqué de savoir un peu comment se positionner sur ce sujet-là. Là encore, je vous avoue que comme je suis pas arabophone, c'est compliqué d'avoir des informations de première main sur cet élément. En revanche, il est sûr qu'il faut, à mon sens, vraiment distinguer la diplomatie sportive du Qatar d'un côté avec les autres pays du Golfe. La diplomatie sportive du Qatar, elle a été annoncée depuis déjà un certain nombre d'années et elle s'est développée. Elle s'est mise en place à travers toute une série d'éléments, à la différence des autres pays du Golfe, où ça a plus été par petites touches qu'il y a eu des investissements. On peut penser aux Émirats Arabes Unis, où il y a évidemment eu des gros coups qui ont été faits avec le sponsoring, mais aussi avec le rachat de clubs comme Manchester City. On est un peu dans la même situation avec l'Arabie Saoudite, où on voit par petites touches, quand on ouvre le journal, des événements, des rachats, des tentatives, des rumeurs, l'accueil de certains événements sportifs, mais sans arriver à percevoir une trame, un espèce de fil rouge qui permettrait d'être le liant entre tous ces événements-là. Donc c'est quelque chose qui est un peu étrange, même si, compte tenu de tout l'investissement qui est fait au cours des dernières années, il me semblerait quand même étrange que cette stratégie soit du jour au lendemain abandonnée, justement parce que il y a cette vraie volonté de venir concurrencer ses voisins et de s'attirer aussi un regard plutôt bienveillant du monde dès lors qu'il est question de sport. Mais là encore, c'est pour ça je ne veux pas dire jamais. C'est vrai que ça manque de sources en plus, en effet. Ouais, c'est ça. On continue notre voyage, j'allais dire, dans la géopolitique du sport, géographiquement en tout cas. On sait, bien évidemment, qu'en août 2020, on aurait dû assister aux Jeux Olympiques de Tokyo cette année. Malheureusement, bien sûr, le contexte sanitaire ne l'a pas permis. On vit ce cas très particulier d'un report des Jeux Olympiques à l'été 2021. On l'espère bien évidemment. Une nouvelle fois, et après les JO d'hiver de Pyeongchang, les athlètes russes ne pouvaient pas participer sous la bannière de la Russie. On avait deux questions sur ce sujet qu'on aimerait traiter avec vous. Tout d'abord, le renouveau de la Russie sur la scène internationale passe par la volonté de Vladimir Poutine d'avoir des équipes ou des athlètes qui portent fièrement les couleurs de la Russie et qui obtiennent des résultats concluants.
Le dopage d'État, dénoncé par l'Agence mondiale antidopage, rappelle les pratiques connues, notamment durant la guerre froide, à l'époque de l'URSS. Sur cette question, sur ce sujet, notre chroniqueur Alexandre avait une question. Il se demandait tout simplement si on peut affirmer aujourd'hui que le sport est redevenu un biais pour démontrer la puissance russe sous les mandats de Vladimir Poutine. Alors, indéniablement, il y a eu une vraie volonté de Vladimir Poutine d'utiliser le sport comme un outil de rayonnement à l'échelle internationale, et ça on le voit par plusieurs aspects. D'une part, systématiquement la référence à des grands événements sportifs qui ont pu se dérouler pendant l'URSS et avec des victoires étincelantes contre dans un certain nombre de sports et contre un certain nombre d'opposants bien classés, par aussi la volonté d'organiser nombre de grands événements sportifs. On peut évidemment penser à la Coupe du Monde masculine de football en 2018, mais il faudrait aussi pas oublier les Jeux Olympiques et Paralympiques de Sochi en 2014. Évidemment, les différents championnats du monde d'escrime, de natation, d'athlétisme. Et donc c'est aussi cette volonté de faire que la Russie soit pendant 15 jours, un mois, le centre du monde sportif, mais le centre du monde quand même médiatique pendant toute la durée. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir cette vraie montée en puissance de la diplomatie sportive russe entre 2000, l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, et 2020 où cette diplomatie sportive a un peu été entachée par ces différents scandales, même si de mémoire je pense que l'Agence mondiale antidopage n'utilise pas le terme dopage d'État. Il doit y avoir une formulation plus adoucie. Plus adoucie. Il parle de dopage institutionnalisé, mais logiquement il ne parle pas de dopage d'État puisqu'il n'a pas pu être fait preuve de lien explicite entre les décisions prises par le ministère des Sports par exemple et le laboratoire de lutte antidopage et un certain nombre de procédés illégaux de dopage et le Kremlin. Donc c'est pour ça que vous ne verrez c'est une forte ombre et une très forte suspicion qui plane au-dessus de Vladimir Poutine, surtout quand on connaît l'intérêt pour Vladimir Poutine pour voir réussir ses athlètes et pour que ces jeux et ces compétitions soient parfaitement réussis, même si d'un point de vue réputationnel le risque était tellement énorme qu'on peut aussi avoir des doutes quant au piège que cela aurait pu représenter et que cela représente en réalité. Oui, justement, je voulais vous faire réagir peut-être à un communiqué qu'avait publié le Kremlin après les décisions de l'Agence mondiale antidopage qui disait « La forme de cette ingérence a changé, mais le but est le même, faire du sport un instrument de pression géopolitique et donner une image négative de certains pays et de leur peuple. » Qu'est-ce que vous pensez ? Non, alors là encore, c'est assez intéressant de toujours lire les commentaires du Kremlin, puisqu'ils vont pas forcément nier sur le fond ce scandale de dopage, puisqu'il y a eu un certain nombre d'enquêtes, il y a eu plusieurs rapports qui ont attesté de l'existence de ce dopage. En revanche, ils vont plutôt avoir tendance à mettre en avant une manipulation, une instrumentalisation, qui, dans ce cas-là, est difficilement entendable puisqu'il y a quand même des faits qui sont avérés, qui ont été prouvés, qui ont été démontrés. Il y a eu des aveux, il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont pu démontrer qu'il y avait un vrai système institutionnalisé de dopage. En revanche, là où il y a une vraie... ils touchent assez juste dans leur argumentaire, de dire que effectivement cette affaire de dopage, elle a été pas poussée, mais l'un des plus acharnés procureurs contre la Russie pendant cette période entre 2014 et 2020 a été le comité olympique national, l'agence américaine, le comité olympique national américain, le comité américain de lutte contre le dopage, aussi parce que l'ancien directeur du bureau de lutte contre le dopage russe s'était réfugié aux États-Unis et donc il avait été considéré comme un lanceur d'alerte et comme un témoin nécessitant protection. Et il y a d'ailleurs même dans la loi américaine un Rodchenkov Act qui a été passé pour justement venir protéger d'une part les lanceurs d'alerte, mais aussi pour venir un peu raffermir
la position américaine sur la lutte contre le dopage, et accessoirement ça permet aussi de dire que l'Agence mondiale antidopage ne va pas suffisamment loin et qu'elle n'a pas tapé suffisamment fort sur la table pour punir les Russes, puisque je vous le rappelle, si certes les Russes sont interdits de participation sous le drapeau russe pendant les 4 prochaines années, il y a une décision qui doit être rendue par le tribunal arbitral du sport et qui doit venir confirmer ou infirmer cette décision dans les prochaines semaines. Donc là encore, c'est un feuilleton qui dure depuis maintenant décembre 2014 de mémoire et qui n'est, à mon sens, pas près de s'arrêter, parce qu'on se rend compte qu'il y a des vrais enjeux géopolitiques. Il y a une vraie géopolitique du sport, il y a aussi une vraie géopolitique de la lutte contre le dopage qui n'est pas en train d'émerger, qui a toujours été présente, mais qui refait surface de façon de plus en plus importante au cours de ces dernières années. Un sujet brûlant encore qui risque d'animer non pas seulement les prochaines semaines mais les prochains mois. Il nous faudrait sans doute des heures pour évoquer l'ensemble de ces questions que nous pourrions souhaiter aborder avec vous. On en avait encore bien d'autres et on aura plaisir à réaliser de nouveau une interview avec vous. Il y a tant de sujets à traiter qui permettent de lier le sport et tous nos enjeux de géopolitique qui sont très actuels. En tout cas, on espère que vous avez pris du plaisir à participer à l'interview et qu'on aura l'occasion de vous recevoir ou de même, ne serait-ce que par téléphone comme on l'a fait cette fois-ci. On sait que vous n'êtes bien sûr pas dans la région, à notre antenne à nouveau au cours des prochaines saisons. Voilà, on pourrait créer un Sport & Chill sur la région parisienne et on vous remercie en tout cas d'être venu dans notre émission. Ça nous a bien fait plaisir et bien sûr on reste en contact à l'avenir et pour valoriser tout ce qui se fera dans le domaine de la recherche du sport, notamment à l'IRIS où on vous souhaite une très bonne continuation. Avant de se quitter, on rappelle les titres de vos 2 derniers ouvrages pour les auditeurs curieux qui souhaiteraient approfondir ces thématiques. Quand le football s'accorde au féminin, une étude co-réalisée avec Pascal Boniface en collaboration avec l'UNESCO, Positive Football et l'Institut français des relations internationales et stratégiques, ou IRIS. Et enfin, le second ouvrage, Le rugby à la conquête du monde, histoire et géopolitique de l'Ovalie, publié chez Armand Collin et paru en septembre 2019, préfacé également par Pascal Boniface. À très bientôt sur nos ondes. On vous souhaite une bonne soirée